Propose qu'on démarre? Donc je suis, Véronique Retier du pôle, ID4CAR et je suis ravie de vous accueillir à ce webinaire sur, le thème des infrastructures et des rues partagées et intelligentes. Comment organiser le partage des espaces et les modes de cohabitation? Aujourd'hui, on sait que les voies de circulation ont toujours évolué, hein, entre le moment où on marchait à pied, où on a pris des chevaux, où maintenant il y a les voitures, avec la multiplication, notamment des moyens de transport en termes de micromobilité. On sait qu'aujourd'hui, les rues doivent encore s'adapter et évoluer pour répondre à toutes ces contraintes, heu et pour que ce lieu reste commun, à tous. Donc, ce sujet est vraiment au cœur, des problématiques, notamment, chez ID4CAR, du domaine d'activité autour des services et des mobilités. On a beaucoup de nos membres qui travaillent sur le sujet et on accompagne un certain nombre de projets d'innovation autour de cette thématique. Aujourd'hui, on peut citer certains de nos membres comme par exemple, Eagle, Eurysis, Ecov ou Logiraude qui travaillent sur ce sujet, sans oublier, bien sûr, Telae qui interviendra tout à l'heure. Donc on remercie, très chaleureusement, nos 2 intervenants de la journée. Nous allons d'abord avoir Marie Santini, qui est directrice mobilité et transport pour la communauté d'agglo de La Rochelle, qui nous présentera les problématiques, de La Rochelle et notamment les stratégies qui ont été, décidées et mises en place, pour y répondre. Et cette intervention sera suivie de Vincent Lemblon, qui est le CEO de Telae, qui nous parlera des moyens d'analyse, et des moyens de diagnostic des problématiques, en illustrant avec des use cases, pratiques. Alors malheureusement, il y avait une 3e intervention de l'Aqua-City qui était prévue, mais qui a dû être, annulée à la dernière minute, donc le webinaire sera un petit peu plus court que prévu. Donc, je vous rappelle que l'objectif du webinaire, c'est d'être un webinaire dynamique. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on se fera fort de les relayer aux différents intervenants. Et on ménagera un temps pour des questions-réponses en fin de webinaire. Voilà, donc je vous propose qu'on démarre donc avec Marie Santini, donc de La Rochelle, pour parler de leurs problématiques et des stratégies qui ont été mises en place. Merci. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, a priori, oui, on vous entend C'est bien. bon. Pour le support, comment ça se passe? Est-ce que vous le voyez là ou... Oh. Alors, pas encore. Alors, il faut que je me remette en mode partage, peut-être, écran partagé. Je recommence. Hop. Alors, je vais voir. On va le faire comme ça. Peut-être sur l'écran 2. OK. Partager. Super, on voit parfaitement la présentation là. Donc là, et là, vous l'avez en comment alors? En présentation, en mode présentation, donc c'est C'est bon. nickel. OK. On peut y aller. Donc, on s'est donné à peu près combien de temps? Un quart d'heure, c'est ça, hein, pour qu'il y ait des temps d'échange. Je vais essayer d'être pas trop longue parce que c'est plus intéressant, je pense, d'être interactif. Tout à Euh, fait. OK. Donc, en fait, moi, je me présente, hein, je suis Marie Santini, directrice mobilité transport à la communauté d'agglomération de La Rochelle. Hein. Donc, la communauté d'agglo de La Rochelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est une agglomération littorale, donc sur la façade atlantique, 170 000 habitants pour toute l'agglo. Hein. Ça représente 28 communes, dont la ville de La Rochelle, qui en fait à peu près la moitié en termes d'habitants.
Donc, on est sur une ville moyenne, une agglomération de taille moyenne, avec historiquement beaucoup d'actions en termes de mobilité durable, c'est assez connu. Et sur notre territoire, quand même, un usage assez contrasté en termes de mobilité, avec un très, très fort usage, on va dire, du vélo et des modes actifs de manière générale sur la centralité urbaine. Et puis, finalement, un territoire périurbain un peu plus classique où on a des enjeux très, très forts de mobilité alternative. Donc, on est sur un nouveau mandat politique, hein, donc, et une stratégie a été définie récemment qui s'appuie sur des documents qui existaient déjà, hein, puisque on a un plan local d'urbanisme intercommunal qui intègre les déplacements avec une stratégie qui avait été votée lors du précédent mandat et on a souhaité prioriser un certain nombre d'actions. Peut-être, du coup, est-ce que j'arrive à dérouler? Pardon, c'est juste les PowerPoints. Ah, voilà. Pour remettre en contexte donc, le territoire, donc, on a effectivement un constat en termes de mobilité qui est assez classique, hein, finalement. Beaucoup de déplacements sont internes à l'agglo. Marie, excusez-moi, je me Oui. permets juste, malheureusement, là, sur la présentation, on est toujours sur la première slide. Est-ce Ah, normal? j'en sais rien, non. Vous étiez passé sur la seconde? Ouais, je suis passée sur la seconde. Comme ça, c'est mieux, non? Reprendre le diaporama. Non, ça n'a pas changé. Tout à l'heure, ça marchait quand on a testé, là, ça ne marche plus. Ah bah, c'est le jeu, c'est forcément comme ça. C'est les aléas de la technique, hein. Pardon Simon pour ID4K. Je vais essayer de prendre le relais. Ce que je vous propose, alors donnez-moi juste une petite seconde, je vais diffuser la présentation moi-même Ce serait depuis mon poste. super. Hop, donnez-moi juste le temps de faire la bascule. Ah, peut-être le temps que vous fassiez la bascule. Donc, on a finalement une ambition politique qui répond à la demande de déplacement, qui est essentiellement finalement interne à l'agglo, avec des déplacements qui peuvent être assez courts, hein. On constate que 75% des déplacements sur les territoires font moins de 5 km. Donc, sur des distances où on peut imaginer d'autres modes que la voiture individuelle. Et il y a une ambition assez forte que s'est donnée récemment le territoire. La communauté d'agglo de La Rochelle s'est engagée dans un projet qui s'appelle La Rochelle Territoire Zéro Carbone, avec l'ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040. C'est un projet systémique, hein, qui intervient sur un grand nombre de domaines, à la fois les industriels, toute la partie, les entrants, la consommation, l'énergie. Et ce que vous voyez là, le petit graphique à droite, donc il y a les différentes émissions de gaz à effet de serre du territoire en 2019. Et si on veut atteindre la neutralité carbone en 2040, si on parle de mobilité, hein, c'est ce qui est en jaune dans le graphique, on vise moins 70% d'émissions liées à la mobilité d'ici à 2040, sachant que les émissions liées à la mobilité représentent, hein, ce qu'on a calculé, et c'est un chiffre qu'on retrouve au niveau national, à peu près 27% des émissions de gaz à effet de serre du territoire, réparties entre la mobilité des personnes et des marchandises. Donc, c'est un projet assez ambitieux qui s'appuie à la fois sur des actions qui étaient déjà engagées depuis longtemps sur le territoire et puis des nouvelles actions pour accélérer ces changements. Peut-être pour passer si vous voulez passer à la slide suivante. Donc,
En fait, en termes de mobilité, on travaille sur quoi principalement, hein, dans les grandes lignes, on travaille sur développer des offres alternatives de mobilité, hein, qu'elles soient plus attractives, qu'elles soient aussi solidaires, parce qu'on a un vrai enjeu, notamment pour les communes les plus éloignées. En lien avec le développement du territoire, donc on a un plan local d'urbanisme qui essaie au mieux d'articuler cette offre avec l'urbanisation, de faire en sorte qu'on urbanise dans les endroits où il y a de l'offre alternative, en priorité, qu'on conçoive des opérations d'aménagement de façon à faciliter les usages alternatifs, la façon dont on conçoit les bâtiments. Ça, c'est essentiel. Mais il y a aussi un autre volet qui est complètement essentiel et qui va se rapprocher plus de la thématique de ce matin, c'est finalement, pour rendre ces offres attractives, il faut qu'elles soient compétitives, il faut qu'on passe moins de temps finalement, ou alors qu'on ait un gain, que ce soit de l'argent, du temps, de la santé, à prendre des alternatives. Et ça passe par la régulation de la voirie et de l'espace public en majorité. Et donc ça, c'est un volet très, très important de la stratégie, pour laquelle l'agglomération n'est pas forcément compétente, hein, j'y reviendrai. Et puis tout ça, il faut que ce soit lisible, il faut que ce soit accessible, il faut que ce soit compréhensible par les différents publics qui pourraient utiliser, qui ont besoin de se déplacer. Donc pour mettre en œuvre en fait cette ambition, on a choisi, enfin les élus ont choisi de travailler sur 10 axes prioritaires. Je ne vais pas tous les décliner ce matin parce que ce n'est pas l'objet. Je vais faire le focus plus particulièrement et pour revenir sur des thématiques qui me semblent être liées au sujet, sur ceux qui sont en vert aujourd'hui, hein, mais bon, voilà, je les rappelle. Là, c'est donc le premier, donc on a parlé de plan local d'urbanisme. Vraiment, c'est une action de long terme, mais qui est complètement structurante pour les territoires et pour limiter l'étalement urbain. Ensuite, on vise évidemment de développer des réseaux de transport efficaces, solidaires et multimodaux. C'est essentiel, hein, donc c'est à la fois, c'est pas seulement du bus, c'est aussi s'appuyer sur le réseau ferré, l'interconnecté et tous les autres modes de déplacement. On est sur des choses assez classiques, mais dans lesquelles il faut qu'on travaille de façon, on va dire, continue. Et puis après, et je vais revenir plus en détail, on a un très, très gros volet, notamment qui est conforté, on va dire, depuis la crise sanitaire, sur les modes actifs et notamment l'usage du vélo. À La Rochelle, on a un très fort usage du vélo, mais on vise, si on veut vraiment atteindre ce moins 70%, il faut qu'on le multiplie par 3 ou 4 à minima pour y parvenir. Inciter à l'autopartage et au covoiturage, j'y reviendrai. Un volet essentiel, et j'y reviendrai, c'est l'usage de la voirie, l'espace public, les outils numériques pour faciliter cette mobilité. À La Rochelle, on a un système qui s'appelle Yellow, qui regroupe aujourd'hui les bus, les vélos, les bateaux, l'autopartage. Voilà, on cherche à continuer à l'intégrer en allant vers un système de type masse. On a aussi des actions, j'en parlerai pas forcément ce matin, sur la transition énergétique, hein, et notamment les véhicules, hein, qu'est-ce qu'ils utilisent comme énergie, et donc la transition de la flotte de bus notamment. Un volet très important de La Rochelle Territoire Zéro Carbone, c'est l'incitation au changement de comportement, parce que c'est pas tout d'avoir des infrastructures, d'avoir de l'offre, d'avoir des aménagements. Si les citoyens ne s'emparent pas, n'essaient pas, ne sont pas engagés dans une démarche de changement, il ne suffit pas de les informer pour ça, mais ça ne marche pas forcément de façon massive. Donc, il y a un gros volet sur ce sujet-là pour inciter, enfin voilà, à se poser des questions, à être sensibilisé, le passage à l'acte, revenir voilà, sur le changement. Et puis tout le volet innovation qui fait partie un petit peu de l'ADN de La Rochelle en matière de mobilité qu'on souhaite poursuivre. Peut-être pour zoomer, et puis je vais essayer du coup de faire le lien avec
plus la thématique de ce matin, des retours d'expérience. Je vous propose voilà, de zoomer sur quelques actions. Alors, le vélo, j'en ai parlé. Alors, on a bénéficié à La Rochelle, hein, comme dans d'autres territoires, du boom constaté au niveau national sur le vélo. On estime à environ 30%. Bon, c'est un peu compliqué tant qu'on n'a pas refait une enquête ménage déplacement, on ne pourra pas la tester de façon fiable, mais on le constate tous les jours, à la fois au niveau des passages de vélo et également dans l'usage de nos différents services, qu'il y a un boom du vélo sur le territoire. Un territoire, vous voyez le petit graphique, il est très, très accessible en vélo. Hein. Ça, c'est une des forces des villes moyennes. C'est que, en gros, on ne voit pas très bien les couleurs, mais là, vous avez jusqu'à, dans le bleu, on a 20-30 minutes. Donc, une grande partie du territoire peut aller à la ville-centre en 20 minutes, 30 minutes. C'est le mode quasiment le plus efficace sur l'essentiel du territoire. Et pour nous, ça coche vraiment toutes les cases, que ce soit l'investissement, l'attractivité du territoire, le bien-être, voilà, le lien social, la santé. Voilà. Alors, peut-être pour revenir, vous voyez en bas, là, dans la petite icône, il y a un vélo jaune. Alors, les vélos jaunes, c'est une tradition rochelaise qu'on a continué à développer, hein, depuis les premiers vélos jaunes que Michel Crépeau avait mis dans l'espace public en 1976. Il y a aujourd'hui sur le territoire de multiples services vélos. Donc, celui que vous voyez là, c'est un vélo en location et un vélo électrique en location longue durée. Donc ça, il n'y a pas trop de système. Enfin, en gros, pendant 3 mois, un usager a un vélo chez lui, qu'il peut ramener chez lui et qui peut essayer. Puis après, il peut avoir accès, grâce à une prime à l'achat, à des aides pour acheter un vélo électrique s'il a des petits revenus. On a aussi développé sur le territoire, ça apparaît peut-être plus sur la seconde slide, celle d'après. Ah non, voilà, bon, peu importe. Nous, ce qu'on vise, c'est tout un écosystème vélo, parce que c'est comme ça que ça marche. En fait, c'est pas seulement juste des services, c'est aussi des infrastructures, des aménagements, de la sensibilisation, de l'accompagnement. Et dans les services, il y a un service LSV, c'est-à-dire libre service vélo, qui fait partie des maillons, mais pas que, qui a été développé sur le territoire, qui a été récemment étendu, qui marche très très bien. Hein. On a environ 100 stations. Et pour avoir vu d'autres études à un moment donné, j'avais cru comprendre que celui de La Rochelle, pour une ville moyenne, marchait plutôt pas mal. Voilà, donc il y a un beau taux de rotation d'usage de ce service. Mais ça reste, donc on l'a étendu, donc il n'est pas seulement dans la ville-centre, il est dans la zone urbaine centrale, il y a une centaine de stations, 600 vélos, il y a des vélos électriques et des vélos classiques, et tout un système finalement de supervision, etc. Et c'est là où on a souvent des failles, parce que tous ces systèmes, il faut les mettre au point, c'est pas toujours très, très… voilà, il y a beaucoup de mises au point et du coup qui peuvent parfois perturber le parcours usager. On a aussi beaucoup de vandalisme, il faut quand même le savoir, sur des systèmes comme ça, et qu'on a du mal à résorber, et ça reste des systèmes qui restent successful, mais aussi coûteux, hein, pour la collectivité. Voilà, donc très coûteux. Enfin, pour donner un ordre d'idée, un vélo en libre service, c'est entre 1 500 et 2 000 euros par an pour le financement public. Donc, c'est à la fois un formidable accélérateur, mais voilà, il ne faut pas qu'il y ait que ça, parce que les finances publiques ne pourraient pas. Voilà, c'était pour un premier point d'illustration, peut-être. Hein. Je continue, n'hésitez pas si vous avez des questions. On peut peut-être ponctuer sur ce sujet-là. Sinon, je peux passer au sujet suivant. Pour l'instant, a priori, Marie, on n'a pas de questions. Donc, Ah. Un des axes sur lesquels on travaille, hein, c'est à la fois le covoiturage et le partage des véhicules, hein, dans les différentes dimensions, qu'elles soient notamment la dimension temporelle, avec l'autopartage, hein, puisque l'autopartage, c'est qu'on
on prend un véhicule le temps dont on en a besoin et puis on le ramène ensuite. Alors, on a un système sur le territoire qui est historique, hein, qui était un des premiers systèmes d'ailleurs, mis en place en France en 99, avant Autolib. Et depuis, on l'a modernisé. Et maintenant, on a un double système avec des voitures à la fois qui reviennent au point de départ et des voitures, ce qu'on appelle en gestion libre, en free floating avec une zone qui marche bien. À noter aussi que pendant la pandémie, c'est un des seuls services qui n'a pas souffert, c'est-à-dire qui est resté au taux d'usage qu'il avait précédemment. Donc ça, c'est aussi intéressant, hein. C'est-à-dire que l'intérêt, il aurait peut-être augmenté plus, mais l'intérêt, c'est pas démenti pendant toute l'année 2020. Donc, on a à la fois le système d'autopartage et covoiturage. On galère un peu comme toutes les autres agglos à trouver un système fiable, facile, qui permettra un usage massif du covoiturage dans un territoire comme le nôtre ou en relation avec des déplacements du quotidien et donc, on va dire, les communautés de communes ou villes voisines. Je vois qu'il y a une question. Voilà, j'y reviens. Donc, quelles infrastructures on a mis en place? Alors, je vais revenir. Donc, pour le vélo, on a un schéma cyclable ambitieux qui se heurte aussi aux limites de compétences de l'agglomération, hein, puisqu'une agglomération, elle a compétence en termes d'organisation de la mobilité, autorité organisatrice de mobilité, mais elle n'est pas compétente en matière de voirie, sauf pour les voiries d'intérêt communautaire, mais elles représentent qu'une faible partie des voiries, une très faible partie des voiries du territoire, même si elles peuvent être structurantes. Donc, l'agglomération s'est dotée d'un schéma cyclable où elle a quand même décidé de prendre la compétence sur certains axes vélo structurants. Ça, c'est une chose. Donc, on a un schéma cyclable ambitieux, mais qui n'est pas suffisant aussi. Il faut aussi que les communes développent, et elles n'ont pas toujours, pour les communes les plus éloignées, notamment qui sont les petites communes, la compétence, l'ingénierie, la compétence, je veux dire la compétence technique, hein, même si elles ont la compétence voirie, en tout cas l'ingénierie, les moyens financiers pour faire. Donc ça, c'est un vrai sujet. On cherche des partenariats avec le département, on essaie de leur apporter un maximum d'ingénierie. Et puis, pour le libre-service vélo et pour les services vélo, c'est plus simple, hein. Les stations, c'est des espaces sur la voie publique. Ça, ce n'est pas vraiment un problème. Mais le vrai sujet, c'est sur le partage de l'espace, c'est vraiment les infrastructures et les limites de compétences. Et voilà. Et par exemple, récemment, l'agglomération a voté, on accompagne les communes dans la mise en place des aménagements cyclables à hauteur alors, on accompagne à hauteur de 50%. On voulait accompagner plus, il y avait une volonté politique pour le faire, mais on a été retoqué. On ne peut pas aller plus loin. On a trouvé une manip pour faire à 60%, mais on voulait accompagner encore plus et ce n'était pas possible d'un point de vue juridique. Il y a quand même des freins administratifs et juridiques sur ce sujet-là. Le fait, à la différence peut-être des communautés urbaines, hein, qui ont la compétence voirie pour aller plus loin aujourd'hui. Peut-être pour revenir sur les infrastructures, je ne sais pas si je réponds complètement à la question. Juste, Marie, si je peux me permettre, pour reformuler, finalement, le statut juridique de la communauté de communes de La Rochelle, en fait, vous limite aujourd'hui par rapport à cette compétence-là, par rapport à d'autres communautés qui seraient des communautés urbaines. Complètement. D'accord. Et sur le sujet dont je vais parler après, qui est la régulation de l'espace, c'est flagrant. Ça nous limite, ben oui. Donc, on est toujours en limite de gouvernance, même si on va retrouver des élus communs, etc. Mais voilà, on ne peut pas faire à la place d'eux, hein. Enfin, au bout d'un moment, c'est aussi aux communes de se saisir de ces sujets-là. Sur le covoiturage, aujourd'hui, alors l'autopartage, il y a des stations qui sont réparties en ville, et puis après ils utilisent la voirie comme les autres véhicules. Ils ont quand même, on leur donne aujourd'hui, par exemple les véhicules d'autopartage, à La Rochelle, pour ceux qui connaissent,
Le Vieux-Port a été, qui est emblématique de La Rochelle, donc qui est en train d'être réaménagé, a été fermé à la circulation en 2015, à la circulation automobile. C'était une attente forte et ça a généré forcément des changements d'habitude. Et là, on parle de la régulation parce que beaucoup de Rochelais aimaient bien prendre leur voiture et passer sur le Vieux-Port. Et ben là, voilà, tout de suite, il faut contourner. Ce n'est pas forcément aisé. C'est des rues qui ne sont pas forcément adaptées. Donc, on prend les boulevards. Et donc, forcément, ça rallonge le temps de trajet et ça donne la priorité aux modes alternatifs. Et l'autopartage, il y a un certain nombre de véhicules autorisés sur le Vieux-Port et on a autorisé l'autopartage à utiliser certaines voies bus et notamment passer sur le Vieux-Port, ce qui est un vrai avantage compétitif à La Rochelle pour ceux qui connaissent. Quand on va aller de la partie est à la partie, de la partie nord à la partie sud, on va dire. Sur les infrastructures aussi, pour le covoiturage, il y a eu des réflexions pour mettre en place un système qui autoriserait les covoitureurs à utiliser les voies bus. Il y a eu un projet qui a été porté pendant quelques années, amené par un industriel, et on s'est beaucoup interrogé sur est-ce qu'on autorise les voies bus au covoiturage? Si oui, alors oui, il proposait tout un système de contrôle avec une appli qui vérifiait bien que les personnes étaient covoitureurs, et donc en gros une lecture de plaque, et si les covoitureurs s'étaient pas enregistrés dans le système, n'avaient pas prouvé qu'ils covoituraient bien, le système donc sur l'infrastructure, sur la voie bus, pouvait être en mesure de lire les plaques et de renvoyer en fait au service de contrôle de la circulation une info disant qu'ils étaient en infraction. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ces systèmes, ils ont été présentés 2 fois aux élus. Et 2 fois, ils ont été retoqués, en fait. Et autant le principe d'autoriser du covoiturage sur des voies bus n'était pas forcément remis en cause, mais par contre, le principe de contrôler, et à la fois en matière d'usage des données, était pas accepté. Voilà. Et donc, ce projet, pour l'instant, il est en stand-by. Sur le covoiturage, on travaille là sur un système qui va être mis en place d'incitation financière en utilisant des certificats d'économie d'énergie qui va permettre de financer à la fois le trajet des personnes qui sont covoiturées pour pas qu'il ait à payer et un forfait et une rémunération, on va dire, systématique, parce que c'est un vrai effort de proposer un trajet en covoiturage pour de la courte distance, les personnes qui proposent des trajets. Donc, on est plutôt là-dessus aujourd'hui, mais il y a toujours en réflexion le principe de partager les voies bus, avec forcément des craintes côté opérateur de bus, peur d'être envahi. Aussi, comme les voies bus, là, on a une voie bus qu'on vient de mettre en place, où on a fait du partage avec les vélos. Forcément, ça pose des questions. Parce qu'on dit, est-ce que ça ne va pas faire trop du coup d'usage sur la voie? Et là, on pouvait accepter un partage vélo-bus dans la mesure où il n'y avait pas trop de trafic. À partir du moment où on met du covoiturage, il va y avoir beaucoup de trafic et du coup, le partage vélo, voilà, il est moins confortable, on va dire. Donc, il y a ces questions qui se posent aussi en termes de partage de l'espace. Peut-être passer à l'axe suivant, réguler l'usage de la voirie et de l'espace public. Alors, déjà, un préalable, c'est que cette action, pour nous, elle est essentielle dans l'atteinte des objectifs, pour rendre l'offre attractive. Pourquoi? Parce que, par exemple, sur La Rochelle, il y a encore énormément de facilités. On est une ville moyenne pour stationner, même de manière gratuite, si on veut bien marcher un petit peu, à proximité du centre-ville. Il y a environ 3000 places qui ont été recensées à proximité de l'hypercentre. Et donc, ça rend finalement les alternatives avec les parkings relais
compétitivement pas si attractif que ça, voilà, pour être clair. C'est donc essentiel de pouvoir vraiment travailler sur le stationnement, sur l'usage de la voirie, et ça, c'est une compétence intrinsèquement communale. Donc, s'il n'y a pas d'accord des communes pour aller dans le même sens, c'est forcément compliqué. Et puis, comme ça touche vraiment très vite à la proximité au quotidien des habitants, c'est toujours des mesures qui sont forcément sensibles et difficiles à prendre. Donc, on travaille, nous, on s'est mis d'accord, on n'a pas la compétence stationnement à l'agglo, mais on s'est mis d'accord avec la ville-centre, donc la ville de La Rochelle, pour travailler sur la stratégie stationnement. Et donc, il y a des études qui ont été faites et qui montrent voilà, que la ville pourrait horodater bien plus son hypercentre, ce qui serait certainement, qui permettrait de rendre les alternatives beaucoup plus compétitives et donc efficaces. Mais c'est des décisions qui sont quand même compliquées à faire prendre, qui sont compliquées en termes d'acceptabilité. Il faut travailler finement aussi sur les différents usages et différents publics. Mais c'est vraiment super important. Et un des premiers leviers, finalement, pour ceux qui ont le choix entre utiliser une voiture et prendre une alternative, si c'est toujours facile d'utiliser une voiture sans que ça coûte trop cher, finalement, on continue à le faire. Les mesures de pacification de la voirie, elles sont aussi essentielles. Un déplacement, il finit toujours, il se termine toujours par la marche à pied, forcément, et donc par l'usage de la voirie. Qu'on stationne, qu'on utilise le bus, même qu'on stationne son vélo, il y a toujours un petit bout voilà, qui est plus ou moins aisé selon sa condition physique. Donc ça, c'est un gros volet qui se heurte parfois parce qu'en fait, on constate à l'autorité organisatrice de mobilité que les transports en commun, depuis quelques années, ont une vitesse commerciale qui ne cesse de se dégrader. Et ça, c'est lié au fait que les communes développent de plus en plus des zones 30, pacifient la voirie, ce qui est très, très bien. Et ça encourage vraiment le peloton, les personnes à mobilité réduite, les vélos à se déplacer avec plus de sécurité. Mais on a parfois du mal à conjuguer les deux. À la fois avoir des bus qui ont une vitesse rapide et un usage de la voirie pacifiée. Souvent, ce n'est pas compatible. Et c'est une vraie question pour les transports en commun. Et dans des villes où aussi on n'a pas la possibilité de faire des voies bus parce qu'il n'y a pas l'espace, ou alors on les a faites dans les endroits où c'était facile, un petit peu en extérieur où il y avait plein d'emprises. Mais dès qu'on arrive dans la centralité, et souvent avec des centres historiques où les rues sont étroites, on ne peut pas se permettre de faire une voie bus plus une voie voiture plus la voie vélo, ça ne marche pas. Donc on est sur la multiplication des usages et d'utilisation du même espace. Et forcément, les transports en commun, ils doivent se plier, ils ne peuvent pas se permettre d'aller à 50 dans des endroits comme ça. Donc, on est sur aussi des vitesses réduites et voilà, il y a des choses on ne peut pas permettre l'attractivité pour tous et c'est un vrai débat à chaque fois. Aujourd'hui, la problématique de la rue partagée, elle est clairement posée par rapport au constat là, que vous venez d'énoncer sur la difficulté de conjuguer les différents modes et de s'assurer que tous soient logés à la même enseigne quelque part. Aujourd'hui, vous n'avez pas de solution miracle, enfin, il n'y a pas, même pas une seule solution, mais pour l'instant, c'est encore des questions qui sont sans réponse, si je comprends bien. Ou alors les réponses, elles sont apportées, il faut les avoir clairement en tête. C'est qu'on ne peut pas loger tout le monde à tous les modes à la même enseigne. Et dans ce cas-là, il y a des espaces où la priorité, elle n'est pas donnée même au transport collectif, elle est donnée aux modes les plus vulnérables, que sont le piéton, le vélo. Et voilà, mais il faut que les élus en aient bien conscience. Et puis, il faut peut-être pouvoir compenser, on va dire, la dégradation qu'on apporte d'une part sur les transports en commun, par d'autres leviers, et c'est pour ça que je parlais aussi du stationnement et du rôle qui est essentiel. Malheureusement, en tout cas dans une agglo comme La Rochelle,
qui est une petite ville qui n'a pas aussi une offre tramway en site propre. Enfin, on a du site propre, mais il y a des endroits où on ne peut pas en mettre. Rendre attractif le mode bus, c'est très compliqué. Et pourtant, si on veut capter des publics, d'autant qu'avec la pandémie, on a eu, comme tout le monde, une diminution de l'usage du bus. Alors, on garde des taux assez acceptables d'usage parce qu'on a beaucoup de scolaires. Mais en même temps, si on va aller chercher d'autres publics qui habitent plus loin, il faut qu'on soit attractif en temps, mais donc il faut trouver d'autres leviers, quoi. Voilà. Et c'est par peut-être avec le stationnement où comparativement on va être plus attractif, mais c'est des mesures qui ne sont pas faciles à prendre. Alors, ce que vous dites justement, ça rejoint une des questions qui a été posée sur le positionnement concernant votre démarche entre la partie infraction-sanction et la partie sensibilisation, encouragement justement sur les modes alternatifs. Alors, quelle est la position aujourd'hui de La Rochelle entre ces deux visions? Je pense que les élus ont conscience de la nécessité de réguler, hein, d'avoir une partie, c'est pas de ces sanctions, mais en tout cas, de ne pas tout ouvrir, on va dire, d'avoir un certain mode avec de la tarification sur le stationnement, des zones horodatées, etc. Mais ce n'est pas encore passé. Et on est plus dans la demande d'avoir de l'offre alternative, d'avoir, voilà, enfin, d'inciter au changement, de sensibiliser. Donc, on a le volet infraction-sanction, il n'est pas encore énorme, hein. Enfin, il faut quand même, à la différence peut-être de plus grosses métropoles où il y a plus de contraintes, en tout cas sur l'espace central. Ok, donc aujourd'hui, politiquement, vous êtes plus sur une partie sensibilisation, encouragement, que sur une partie sanction, infraction. Qui arrive dans les débats quand même, qui arrive dans les D'accord. débats, mais il faudra qu'elle y retourne. Enfin, la question est posée, la question a été posée clairement, mais l'extension de la zone horodatée sur la ville de La Rochelle, ça a été présenté il y a 2-3 mois. Pour l'instant, c'est pas du tout accepté, hein. Enfin, donc, on revient avec une stratégie globale, voilà, mais la question est posée, mais il y a encore du chemin, je pense. Un axe qui pourra nous aider, hein, c'est la question de la zone à faible émission. Donc, on s'est engagé, c'était avant la loi climat. La loi climat va nous y obliger, hein. En 2024, on va devoir avoir mis en place une zone à faible émission. Après, on peut mettre dedans des choses plus ou moins contraignantes. On avait déjà commencé à réfléchir sur le sujet dans le cadre du projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone. On l'avait proposé comme action du projet et on a été retenu à l'appel à projet de l'ADEME pour financer l'étude qui va commencer. Moi, j'y vois plutôt un enjeu de régulation de l'espace, hein, enfin, toujours dans le même item. Il y a la question de la qualité de l'air, évidemment, hein, qui est importante, mais qui est peut-être moins sur un territoire ouest maritime où on a finalement peut-être moins de pics de pollution que dans les territoires de l'Est de la France. C'est vrai que ce n'est pas le sujet qui interpelle en premier la population, même si il faudrait peut-être plus sensibiliser parce qu'il y a aussi, et j'entendais récemment, finalement plus de morts et d'impact, on va dire, sur la santé de la pollution, du fait de la pollution permanente que des pics. Nous, on n'est pas trop sujet aux pics de pollution, mais il y en a eu quand même. Mais cet enjeu pollution, sur un territoire comme le nôtre, ce n'est pas en tout cas ce que la population retient. Donc, on a un travail là-dessus. Voilà, donc c'est un travail qui va commencer. Mais pareil, hein, pour revenir sur le volet contrainte, voilà. Enfin, je ne sais pas jusqu'où on va aller en termes de ZFE, en termes d'acceptabilité. On a commencé quelque chose sur la logistique urbaine. Ce n'était pas une ZFE proprement parlée, mais on a commencé à avoir, parce que le centre-ville est hyper contraint, parce que ce sont des rues étroites, parce qu'historiquement, il y avait des périmètres.
on a commencé à mettre en place des périmètres de livraison, donc sur le dernier kilomètre de l'hypercentre de La Rochelle, qui s'appuie pour les véhicules autorisés à certains créneaux sur les vignettes critères, même si formellement, on n'avait pas de ZFE. Donc ça, c'est quelque chose qui existe, qui a été mis en place en 2019, et il avait été quand même déjà proposé de petit à petit restreindre les créneaux autorisés en termes de circulation pour les véhicules les plus émissifs et autoriser des créneaux supplémentaires, enfin finalement, pour les véhicules les moins émissifs. Donc, on avait déjà engagé cette démarche en lien avec les acteurs de la logistique urbaine. La difficulté qu'on avait, c'est que finalement, on se rend compte qu'une grande partie des livraisons sont faites en véhicules utilitaires légers. Et donc là, c'est une démarche globale de ZFE. Si on veut réguler ça, on ne peut pas le faire au tonnage. Voilà. D'accord. On peut peut-être passer à la slide suivante. Merci. Oui, donc dans la partie, on a un gros volet de travail sur déjà l'organisation des données, la structuration des données. Ça, c'est quelque chose qu'on a engagé. Alors, on a déjà un système, ce que vous voyez en jaune, Yellow, hein, donc Yellow, c'est notre marque chapeau pour tous les services de mobilité qui sont développés par l'agglomération. Donc, on y retrouve le bateau, le vélo, le bus, les services de transport à la demande, tout ce qui est parking relais. On y a même intégré, même si on ne les organise pas, hein, le train, c'est-à-dire que le train est accessible sur les territoires avec la tarification Yellow, et donc il y a une carte unique Yellow, une appli Yellow. Donc, on a un système qui est relativement plutôt bien intégré pour une ville moyenne depuis une dizaine d'années aujourd'hui. Pour autant, il mérite encore d'être beaucoup plus fluide en termes d'outils. Et puis, surtout, on s'intéresse à différents niveaux d'intégration, parce que quand on parle de Yellow, on va parler pour les déplacements des habitants de 5% des déplacements des habitants du territoire. Donc, on a bien conscience que la mobilité, ça passe par des modes qui sont aujourd'hui personnels, même si peut-être que demain, ils seront plus serviciels. Et puis, il y a d'autres services qui existent, qui sont des services privés, notamment les taxis, notamment d'autres opérateurs voilà, d'autopartage, etc. D'intégrer aussi la tarification stationnement, hein, qui est une compétence de la ville de La Rochelle. Et donc, voilà, organiser nos données pour qu'elles puissent servir dans un ou des systèmes MAS, hein, il y en aura certainement plusieurs, développer en lien avec Nouvelle-Aquitaine Mobilité, qui est le syndicat mixte qui regroupe les autorités organisatrices de mobilité en Nouvelle-Aquitaine, des services de type MAS. Voilà, on est vraiment là-dessus. C'est quelque chose qui est en cours et qui aussi pose la question de qui contrôle les données, voilà, qu'est-ce qu'on donne comme données aux opérateurs privés, même s'il y a des obligations. Donc, c'est une question importante, ça. Il y a un projet de Cell Data qui essaie de sensibiliser le citoyen à ce qu'il donne comme données, qu'est-ce qui en est fait, qu'est-ce qu'il peut avoir comme retour, qui est en cours aussi dans le cadre de ce projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone. Et pour nous, c'est un maillon important aussi. N'hésitez pas si vous avez des questions, parce que voilà, je pourrais, pour être sûre d'être dans les focus. Sinon, j'ai une dernière slide qui était plus sur l'innovation. Ah oui, la tarification Yellow, mais ça, j'en ai plus ou moins parlé, hein, mais voilà, la tarification, on veut développer le post-paiement qui s'intègre dans le MAS, hein, ça, c'est un sujet qui est en cours. Et puis, peut-être, pour ne pas être trop longue sur la présentation, parce que je ne vois pas l'heure qui défile, un dernier sujet qui fait le lien peut-être aussi avec le sujet du jour. Donc, on est toujours dans l'ambition de tester, d'expérimenter, peut-être parce qu'on est un territoire, une ville qui n'est pas trop grande et c'est peut-être plus facile parfois, de nouvelles solutions, de nouvelles façons de faire. Le véhicule autonome, alors là, vous avez en image City Mobile, ça c'était le projet de 2015 où on avait
expérimenté pendant 5 mois un véhicule autonome, enfin 6 petits véhicules autonomes, complètement intégrés dans la voirie publique. Hein. Ils n'étaient pas du tout dans un circuit fermé, ils étaient en interface en hypercentre avec des vraies rues, des vrais vélos, etc. Enfin, voilà, qui pouvaient potentiellement entrer en collision. Ça, c'était en 2015 et ça avait permis, c'était un peu une première, et ça avait permis à l'État aussi, au ministère, de faire évoluer enfin, regarder comment ça s'est passé. Ça s'est très bien passé et de faire évoluer le cadre réglementaire. Il y a aussi des limites à ces systèmes-là. Enfin, voilà, par exemple, à l'époque, on n'avait pas pu l'expérimenter dans toutes les rues. Il y avait des questions de visibilité, tout simplement, des capteurs. Et par exemple, s'il y avait trop d'arbres, ça ne marchait pas. Enfin, voilà, on avait été aussi contraints dans l'espace entre ce qu'on pouvait modéliser et puis un espace public qui vit. Qui évolue en fonction des saisons. Voilà, il faut prendre en compte toutes ces situations-là. Et Il y donc avait aussi, pardon? aujourd'hui, Marie, vous avez de nouveau des projets autour du véhicule autonome ou pour l'instant, ça ne fait pas partie de votre feuille de route? Si, c'est pour ça qu'on le met là. Alors après, le véhicule autonome, on est toujours à l'affût des financements parce que c'est des projets qui coûtent très cher. Et même s'il y a des choses qui sont, je sais que les opérateurs ont des solutions un peu normalisées, mais nous, on voudrait, voilà, il faut quand même les porter et se les faire financer. Donc là, on a un peu 2 axes de travail et on va lancer une étude prochainement. C'est à la fois un véhicule autonome, un système en tout cas en milieu urbain dense, enfin en centralité, qui est là plus comme ça avait été le cas hein, sur ce City Mobile de 2015, comme une aide à la marche finalement et on va dire aussi un vecteur d'attractivité de l'hypercentre. Hein. Il y avait eu beaucoup de gens qui venaient juste pour le tester, hein, tout simplement. Et puis, on regarde, ça nous intéresse beaucoup d'expérimenter dans le périurbain, alors là avec des systèmes probablement un peu différents et comme il peut en exister où ils vont plus vite, mais il y a des questions vraiment de partage de la voirie à discuter avec notamment le département parce qu'on est souvent sur des infrastructures départementales. Et dans le périurbain, voilà, pour augmenter l'efficacité, l'amplitude, et notamment de tous les systèmes de transport à la demande, où on n'arrive pas à avoir vraiment des systèmes très performants. En fait, là, il y a moins de demandes, elle est plus diffuse. Et comment le véhicule autonome peut rendre plus efficaces les solutions qu'on propose. Voilà, c'est un peu nos 2 axes aujourd'hui. Sur le véhicule autonome, il y a une vraie question sur les données aussi, hein, je dois dire, parce qu'on avait fait un débat citoyen en 2018 sur le sujet, en demandant qu'est-ce que les citoyens attendaient avec des ateliers, etc. Et ils nous ont remonté quand même que la question des données sur le véhicule autonome, pour eux, elle était essentielle et que ces données, elles soient plutôt propriétés ou contrôlées, en tout cas sécurisées par la puissance publique de peur de les voir utilisés sans trop de contrôle voilà, par d'autres sociétés. Et puis voilà, on essaie de favoriser toutes les initiatives qui peuvent être portées. Hein, et puis on a un sujet sur la micromobilité hein, où les élus ne sont pas encore prononcés sur ce sujet-là de façon très nette, on va dire. Pour l'instant, on a mis en stand-by un peu toutes les propositions qu'on avait. Je vais peut-être m'arrêter là, parce que s'il y a des questions, ce serait peut-être plus intéressant enfin, que je Oui, tout à réponde fait. par Alors, rapport aux attentes des participants. Alors tout à fait, on a une question que je vais vous lire. Donc, La Rochelle est une ville particulière à fort attrait touristique, mais aussi une zone de transit très importante pour rejoindre l'île de Ré notamment. Comment abordez-vous la gestion des flux externes? Collaborez-vous en amont, notamment avec les autoroutes, par exemple, pour prévenir du risque de bouchons? Donc une question un peu plus large sur… Ouais, alors, on n'a pas d'autoroute. Après, il y a une rocade. Effectivement, pour ceux qui connaissent bien, qui sont allés sur l'île de Ré pendant les vacances ou des grands week-ends, il y a des périodes où ça peut être bloqué pendant des heures.
Aujourd'hui, il n'y a pas de système pour prévenir en amont les automobilistes. Voilà, et j'en ai pas entendu parler. Après, on travaille quand même de façon étroite. Enfin, on essaie de le faire de mieux en mieux, hein, ça peut encore progresser, avec les communautés de communes voisines, hein, qu'on rencontre. Par exemple, là, sur le covoiturage, par exemple, nous, on va expérimenter un système d'incitation financière. L'île de Ré, les territoires voisins d'Aunis sont plutôt sur des systèmes de covoiturage solidaire. Et on a prévu, voilà, à Minou, on a des points, enfin, c'est un peu l'autostop organisé. On a des points sur notre territoire. On a prévu de refaire le bilan de nos 2 expérimentations pour redéployer plus largement. Si on doit les pérenniser, ces systèmes à l'échelle de ce grand bassin de mobilité. On travaille aussi grâce à Nouvelle-Aquitaine Mobilité dans un comité de bassin qui englobe ces communautés de communes et aussi Niort et Rochefort avec lesquels on a pas mal de connexions parce que territoire voisin et échange quotidien d'habitants, que ce soit pour le travail ou pour le flux touristique. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à la question. Je pense qu'effectivement, de manière générale, vous avez répondu à la question. Ce qu'on entend, c'est que je pense que sous-entendu à la question était est-ce qu'il y avait des informations, alors pas des autoroutes pour le coup, mais des routes principales rejoignant La Rochelle sur les flux de voitures. Et ce qu'on comprend dans ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas forcément de discussion à date sur ces sujets-là. Après, on voit bien dans votre intervention les différentes problématiques, hein, qui ressortent sur ce partage des rues, avec un choix qui est parfois fait d'exclure certains modes de transport de certaines rues et de privilégier certains modes. Comme vous le disiez tout à l'heure, la rue permettant le partage complet de tous les modes semble ne pas être possible aujourd'hui. Pour le moment, nous n'avons pas d'autres questions. Ce que je vous propose, c'est que on reprenne des questions en fin de webinaire si nous en avons d'ici là. En attendant, je vous remercie, Marie, pour votre intervention qui était très claire sur les différentes problématiques. On voit notamment que vous avez noté, vous avez cité à plusieurs reprises tout ce qui est autour, toutes les problématiques autour de la data qui sont importantes, que ce soit en termes de protection, mais aussi en termes de rassemblement de data pour pouvoir faire des études et justement revoir l'espace urbain. Je pense que c'est un sujet qui est au cœur des études de Telae. Donc, je vous propose qu'on passe à la partie Telae. Vincent, si vous voulez bien prendre la suite. Oui, bonjour à tous. Du coup, je bascule. Est-ce que c'est bon? Super, on voit très bien votre présentation. Bon, j'espère que les slides vont dérouler de mon côté. Bonjour à tous, je suis Vincent Leblond, je suis le dirigeant de Telae, qui est une jeune entreprise qu'on a créée l'année dernière. On est une petite entreprise, on est 4 personnes basées à Nantes, une personne outre-Atlantique. Et aujourd'hui, on propose surtout des solutions voilà, d'aide à la décision et dans le cadre d'études et progressivement de diffusion d'une plateforme dont je vais vous parler. Alors, je vais revenir en 2 mots sur des enjeux qui ont été soulevés juste avant. Effectivement, nous, on voit aussi beaucoup d'enjeux dans la mobilité qui existaient déjà avant la crise qu'on observe, et certains ont été accentués et d'autres ont évolué aussi. Dans 3 grandes thématiques que je peux citer, notamment au niveau de l'économie, du social et de l'environnement. Dans ces... Pardon, je me mets un chronomètre pour pas trop déborder. Au niveau de l'économie et des enjeux économiques, forcément, les systèmes de transport, mettre en place des systèmes de transport, ça a un coût. Rationaliser les systèmes de transport public, les vélos libre-service, on a parlé juste avant des coûts de ces services qui pourraient être rationalisés et qu'on a pu voir dans certaines métropoles comme Rennes qui, il y a quelques années, a réduit sa flotte de vélos en libre-service pour utiliser ce financement pour d'autres approches de développement du vélo.
L'aspect social est très important, notamment dans les territoires périurbains, avec la nécessité d'offrir un accès aux services du territoire, que ce soit la santé, la formation, l'emploi, et puis les enjeux environnementaux. Ça, c'est forcément très important. Les objectifs que se fixe La Rochelle métropole sont très intéressants. Et donc, dans tout ça, on voit pas mal d'enjeux comme la réduction de la voiture solo et en lien la réduction de la dépendance tout simplement à la voiture, faciliter la mobilité avec une mobilité plus courante, on peut porter par différents experts, euh, offrir une meilleure diversité de mobilité pour répondre aux besoins de tous et de chacun. Euh, et puis, voilà, c'est déjà pas mal de choses. Mais aussi, on a travaillé beaucoup, je pense, pendant une époque, à l'échelle des mobilités, à l'échelle d'un territoire. Et de plus en plus aussi se développent des questionnements à l'échelle des quartiers. D'autant plus quand il y a une restructuration des besoins de déplacement qui deviennent peut-être plus locaux, même au cœur des centres urbains. Voilà, donc, pas mal de questionnements pour nous face à ces enjeux. On voit que l'aide à la décision, on pense qu'il faut la réinventer, la retravailler et offrir de nouveaux outils, de nouvelles approches euh, pour aider les acteurs des territoires, que ce soit les collectivités, les acteurs qui conseillent les collectivités, les opérateurs, ceux qui développent, qui produisent du service sur le territoire, qui sont délégataires de services publics. Et pour cela, avoir beaucoup de pédagogie. On le voit, c'est pas évident de faire remonter des problématiques et des problématiques complexes aux techniciens des collectivités jusqu'aux élus. Euh, Après, avoir aussi des outils qui sont polyvalents et pas être bridé par les outils. Je trouve que ça, c'est une grande frustration pour ma part quand on travaille depuis de nombreuses années dans des outils de modélisation et de simulation, d'être bridé par les outils et de ne pas pouvoir approcher des problématiques parce que les outils n'en sont pas capables. Et du coup, on voit qu'il y a besoin d'outils qui sont plus souples, plus polyvalents. Euh, et puis finalement aussi que ces outils et ces approches descendre à l'échelle des individus, parce qu'on voit qu'on n'a pas traité, comme on l'a fait pendant longtemps, des masses d'individus avec une grande, comme si tous ces individus avaient des besoins homogènes. Et finalement, on voit une grande diversité des besoins de mobilité, avec une complexification assez forte des trajectoires de déplacement des individus au cours d'une journée. On est très loin du paradigme des années 70 des allers-retours domicile-travail ou domicile-école. Simplement, il y a beaucoup de déplacements qui se sont insérés, d'autant plus quand on rajoute le télétravail, le déplacement au travail n'existe plus, parce que c'est celui de notre chambre à notre bureau, quand on a la chance que le bureau ne soit pas dans notre chambre. Euh, voilà. Alors nous, ce qu'on développe, c'est alors une approche, on commence à réunir nos outils dans une plateforme. C'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place avec des vues déjà en termes d'analyse des flux de déplacement. Pour nous, c'est un point central, c'est d'être en capacité de bien analyser comment les individus se déplacent et que ce soit à différentes échelles et par rapport à différentes sources de données qui peuvent offrir certaines approches et certaines qualités par rapport à d'autres, et de croiser ces sources de données pour avoir de meilleures informations de connaissance des flux. De la même façon, en termes de réseau et offres de transport, de mobilité, être en capacité d'analyser, de visualiser ces offres et ces réseaux, et cela pour les différents modes de déplacement et aussi en termes d'intermodalité. Et le pendant, après, c'est d'aller vers la simulation. Pour nous, en fait, on a développé un simulateur dont on a mis le cœur en open source. Il s'appelle Starling. Vous le trouverez sur GitHub en licence libre. Et avec un tel simulateur, l'idée, c'est de pouvoir descendre à l'échelle des individus, des véhicules, et de concevoir des services de mobilité, de les optimiser et de les dessiner en lien avec les services existants, et d'aller plus loin que les outils macroscopiques agrégés qui peuvent exister aujourd'hui, et faire le lien avec ces flux de déplacement et les réseaux de transport. Donc, je vais revenir dessus avec des exemples. Mais avant, ouais, en fait, ce qu'on imagine, c'est qu'avec ces outils et ce qu'on produit, on doit être en capacité de mieux analyser, mieux comprendre la mobilité du territoire, pouvoir imaginer, concevoir et optimiser les services de mobilité, scénariser, évaluer des nouveaux projets de territoire,
Et finalement éclairer les décisions stratégiques du territoire, mais également opérationnelles, à viser plutôt des opérateurs qui ont besoin d'optimiser la gestion du service qu'ils produisent. Alors, si j'illustre, déjà en termes de visualisation de flux, ce qu'on offre avec l'outil qu'on met en place, c'est une visualisation des flux, soit à partir de sources qui peuvent être open data, comme je disais, des sources issues d'enquêtes, et de pouvoir visualiser ces flux sur le territoire et de pouvoir interroger avec une vue très interactive, filtrer, exporter et mieux comprendre les déplacements pour mieux y réfléchir. En parallèle de sources plus traditionnelles, on travaille sur de la fusion de données multisources pour amener ce qu'on peut appeler dans le domaine de la recherche, on appelle ça de la population synthétique des déplacements, mais en fait, on va surtout combiner des sources de déplacement de façon à avoir une connaissance d'autant plus détaillée des déplacements sur un territoire, parce qu'on le sait bien, avec des enquêtes, qu'elles soient des enquêtes ménages, des enquêtes origine-destination, ou d'autres types de sondages, on ne va pas pouvoir descendre à une granularité trop fine au risque de finalement en fait, avoir un taux de sondage trop faible et un échantillon vraiment trop faible. Donc en fait, par croisement de données, on va pouvoir chercher à avoir une meilleure connaissance et descendre à des niveaux de granularité, que ce soit spatiaux, donc descendre à la commune, potentiellement à l'IRIS, pour parler des coupages vraiment administratifs ou socio-démographiques ou statistiques. Et aussi des descriptions aussi temporelles de ces déplacements et de pouvoir ainsi les analyser mais vraiment finement. Pour aller après vers la simulation aussi, pouvoir extraire de ces données très détaillées des potentiels de déplacement, les confronter avec un nouveau service de mobilité et ainsi évaluer. Ça, je vais vous montrer des cas d'application après. Et après, dans l'analyse des offres, aujourd'hui, clairement, on n'a pas énormément avancé sur cet aspect, mais là, on va mettre un coup d'accélérateur, notamment par un projet qui est accompagné par ID4Car, pour lequel on vient d'être retenu, un projet collaboratif de la région Pays de la Loire, un projet partenarial avec nos partenaires qui sont le laboratoire du LS2N et ses équipes Duke pour le machine learning et Psy pour ce qui est la simulation et plus particulièrement la simulation multi-agents. Et notre autre partenaire plutôt PME comme nous, qui est Un Statistique, qui est une société qui fournit des solutions d'analyse des données de transport public et des lignes de bus et de tramway plus particulièrement. Donc dans ce projet, on va pouvoir travailler toutes ces briques-là, de développer des solutions de visualisation et d'analyse des réseaux de transport et plus particulièrement des réseaux de transport public notamment. Donc là, je vous montre une isochrone, ce qui est assez classique comme représentation. Alors, j'ai pris 3 cas d'usage à illustrer. Je pense que je vais les reprendre pas dans l'ordre que j'ai mis parce que je vais refaire le lien avec la présentation précédente. J'ai mon cas d'usage sur le transport à la demande, on le fera peut-être à la fin parce qu'il n'a pas forcément été évoqué juste avant, mais on pourra comme ça revenir à la fin en fonction du temps qui me reste. Donc, je vais commencer par les vélos en libre-service. Ici, j'illustre le système de vélo libre-service de Nantes qui est exploité par JC Deco. Ce qu'on a cherché à faire, c'est, donc, via la simulation, c'est de le simuler et après de montrer qu'on peut aller vers des scénarios de stratégie de réorganisation de ce service, que ce soit relocaliser des stations, modifier des stations, redimensionner le service, et aussi potentiellement réduire ce service si on veut en réduire les coûts pour transférer ces dépenses sur d'autres investissements liés au vélo ou d'autres mobilités vertueuses qu'il peut y avoir sur le territoire. Et donc l'idée, via la simulation, c'est d'en évaluer les impacts de ces scénarios. Donc, ce dont on part, c'est de la description des déplacements. Là, je vous présente une autre représentation des déplacements sur un territoire via plutôt une carte de chaleur qui montre la densité de déplacement, des origines et des destinations des déplacements sur le territoire. Là, en fait, on est reparti, on a reproduit les déplacements des individus utilisant les vélos en libre-service sur le territoire de la métropole de Nantes, sur la base de données open data et de différentes hypothèses qu'on a pu introduire pour la modélisation de ces déplacements. Forcément, on utilise une modélisation du réseau cyclable
On se nourrit énormément de données qui peuvent être disponibles en open data. Donc ici, OpenStreetMap, et par sa qualité sur les réseaux vélos, on s'en nourrit énormément. Et puis, on part forcément de la localisation des stations. Au moment où on a fait la simulation, on avait un peu plus d'une centaine de stations sur la métropole, plus de 2000 bornettes sur ces différentes stations et presque 1000 vélos. Donc, il y a un réseau qui est assez costaud, vu la taille, vu son étendue. Et je vais illustrer la simulation avec une petite vidéo. J'espère que ce sera assez fluide de votre côté. Donc, la simulation, ce qu'elle fait, c'est qu'elle rejoue de façon très microscopique les interactions qu'on peut avoir entre les individus, vous l'aurez deviné, en bleu, les vélos en bleu et la localisation des stations en violet. On voit un petit camion aussi qui se déplace, qui est en fait l'opérateur qui relocalise, qui déplace des vélos au cours de la journée afin d'assurer une bonne qualité de service et d'éviter des pénuries ou des saturations des stations. Donc ça, c'est vraiment issu d'une simulation. On n'est pas en train de rejouer une journée qui s'est réellement passée. Là, on simule, en l'occurrence, on simule une journée et on va pouvoir après en analyser un grand nombre d'indicateurs, que ce soit les distances de marche à pied, les temps de déplacement vélo des individus, côté aussi les temps de saturation des stations, les temps à vide aussi qu'on peut avoir de différentes stations. Et aussi, après, analyser comment les insatisfactions rencontrées par les utilisateurs du service au cours de la journée, c'est-à-dire insatisfaction, un individu qui arrive à une station qui ne trouve pas un vélo, ou à l'inverse, qui arrive avec un vélo et qui ne peut pas poser son vélo puisque la station est pleine. Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir quantifier. Et là, je vais avoir je vais arrêter la vidéo et je vais passer à la carte suivante. Donc on va pouvoir, par exemple, représenter ces statistiques. Je vous ai juste mis une illustration sous forme d'une cartographie de la localisation des principaux sites issus de la simulation d'échecs de prise et de dépose cumulés aux différentes stations, et ce qui permet d'identifier des problématiques et de pouvoir après chercher à redimensionner ou revoir la stratégie de relocalisation vue par l'opérateur afin d'améliorer la qualité de service. Après, d'en évaluer aussi les coûts de cette stratégie de relocalisation et peut-être après de prioriser cette stratégie de relocalisation en fonction d'autres stations aussi, quoi. Et peut-être aussi également de rejouer des relocalisations réellement réalisées par l'opérateur afin de chercher à les optimiser, à définir des stratégies plus générales qui pourraient être améliorées. Donc là, je vais passer le transport à la demande et on reviendra après. On va parler covoiturage. Alors si je parle covoiturage, c'est un sujet qu'on a commencé en début d'année grâce à un projet avec Rennes Métropole dans le cadre des DIVD, un appel à projet pour lequel la métropole de Rennes nous a remis déjà une subvention, ce qui nous a permis de travailler sur le sujet, et un accès à des données du territoire, plus particulièrement notamment l'enquête ménage déplacement, qui fut une source très, très, très utile, qui couvre tout le territoire du département de l'Ille-et-Vilaine. Le covoiturage est un sujet assez complexe de par sa nature par rapport à d'autres systèmes de mobilité, puisqu'il ne se définit pas vraiment par un seul type de service, même si d'autres services tendent à se complexifier, notamment le transport public qui se diversifie avec du transport à la demande, mais on a bien en tête le transport public avec des horaires, puis après des lignes avec du transport à la demande, même s'il existe une certaine variété de transport à la demande. Le covoiturage, lui, a une variété de services très très large, qui ne se définissent pas complètement, mais voilà, qui est très intéressant et qui rencontre des difficultés. La présentation précédente le soulevait, des difficultés de développement. Et pourtant, je pense que dans beaucoup de territoires, on le voit comme un levier de développement important et des leviers forts par rapport aux enjeux que je citais en introduction, notamment les enjeux environnementaux, des enjeux d'occupation de l'espace aussi, de la voirie, que je n'ai pas cité, et donc des choses très, très intéressantes. Là, j'avais pris une illustration sur la métropole de Rennes et je ne sais pas où on est l'expérimentation, mais en début d'année, ils avaient commencé une expérimentation de ligne dite régulière de covoiturage via la société ECOV qui propose ce type de service.
qui est également un partenaire d'ID4K. Je rebondis là-dessus. Un membre d'ID4K, pardon. Alors pour nous, en fait, là-dessus, sur ces sujets, on a besoin, et pareil, de la même manière que les vélos libre-service, on part d'une représentation des déplacements, et encore une fois, de façon très détaillée. Là, grâce à l'enquête ménage qui nous avait été mise à disposition, on a pu retravailler une modélisation très détaillée, dite population synthétique des déplacements, sur l'ensemble du territoire du département de l'Ille-et-Vilaine. Là, j'en fais une représentation. Il faut avouer que c'est très difficile de représenter des déplacements individuels, donc on les représente systématiquement de façon agrégée. Mais après, il faut imaginer qu'on a l'ensemble des individus, là, l'ensemble des déplacements surtout, et des individus associés, en tout cas modélisés, soit plus de 3 millions ici de déplacements sur le territoire. Là, on représente que les principaux déplacements, ce qui fait que ça allège un petit peu la carte et que la rend un petit peu plus lisible. Donc là-dessus, après, on pourra en faire des extractions, comme je disais, pour les vélos en libre-service ou dans les problématiques générales, pour cibler s'il y a des services qui couvrent un certain territoire. Typiquement, pour le covoiturage, ça peut être le cas. Alors, le covoiturage, on le voit, nous, mais après, en fonction des types de services, comme un complément assez intéressant dans certains cas. Il peut être imaginé en complément du transport public, ce qui nous amène déjà à simuler le réseau du transport public. Ici, par exemple, là, sur la métropole de Rennes, ici, on simule l'ensemble du réseau de transport public, là, en accéléré la journée entière. Et vous remarquerez, pour ceux qui connaissent la métropole de Rennes, qu'on a ajouté la ligne B, qui n'est pas encore en service, en vert, la ligne B du métro. Donc là, on simule vraiment le mouvement de tous les véhicules sur la base des horaires théoriques. Là. Donc aucun bus, en tout cas, n'arrive en retard et ils ne sont pas en interaction avec la circulation routière. Le simulateur est déjà assez complexe comme ça et on s'intéresse surtout aux services. Là-dessus, après, nous, on va pouvoir imaginer, pardon, je reprends la main après, imaginer des services de covoiturage qui soient en correspondance ou non avec le réseau de transport public. Là, par exemple, on avait réfléchi, imaginer un service qui est, lui, en l'occurrence, très en lien avec le réseau de transport public. Il a été grandement inspiré de ce qu'on a pu voir sur Grenoble, qui est assez intéressant, avec des lignes, une ligne ici qui est radiale, qui vient se connecter, en l'occurrence, à la ligne A du métro en rouge, et se connecter à la poterie, qui est le terminus au sud-est de Rennes Métropole. En tout cas, ouais, de Rennes. Donc, on a imaginé cette ligne qui va très loin dans le département, vraiment en limite du département, on voit la limite du département d'Ille-et-Vilaine qui est ici. Donc, on l'a imaginé très loin, on va voir certains résultats à ce sujet. Donc, on voit que quand on travaille ici sur le covoiturage, là, quand on imagine un service qui va très loin, par rapport aux problématiques de périmètre des différents acteurs d'un territoire entre la métropole, dont le territoire s'arrête, je sais plus, je suis désolé, je ne sais plus exactement où s'arrête le territoire, peut-être ici. Après, tout le reste, quasiment l'ensemble des arrêts en fait, concerne le département. Donc on voit qu'il y a vraiment un travail à monter entre le département et la métropole sur ce type de service. Alors qu'il y a l'autre service, le Start 1, qui est du coup en expérimentation et qu'on avait également simulé, qui lui reste dans le périmètre de la métropole, qui pose d'autres questions qui sont en tout cas plus limitées en termes de périmètre de gestion. Donc on a imaginé cette ligne, donc ça fait des points d'arrêt et vraiment quelque chose de très radial en lien avec les lignes de transport public. Alors si on simule ce service, donc là on va avoir, donc on voit le réseau de transport public. Par-dessus, on voit les voitures, les passagers, bon, les petits bonhommes en bleu, ça vous les aviez déjà vus sur les vélos en libre-service. Les voitures, quand elles sont occupées, c'est-à-dire qu'elles ont un passager covoituré, il y a toujours un conducteur, je vous rassure, elles ne sont pas autonomes. Quand il y a un passager, elles sont en rouge et en gris quand elles n'ont pas de passager en plus du conducteur. Donc, ce qui permet de voir ici le service. En fait, on voit surtout que le service, là, c'est jusqu'à Château-Giron, est très... Voilà, la densité de service et de potentiel, c'est jusqu'ici. Après, au-delà, on perd une très forte densité. On a beaucoup moins de potentiel sur cette ligne, mais ça pose d'autres attraits et peut-être d'autres types de modalités de mise en œuvre du service, peut-être avec des besoins de mettre en place un système de réservation. C'est ce qu'on voit si je saute sur cette slide-là. Si on imagine estimer la fréquence de ce service,
les intervalles. Là, on voyait jusqu'à Château-Giron, ici, en vert, on est jusqu'à 5 minutes. Là, on a vraiment un potentiel très, très fort de covoiturage. Et après, ce potentiel se dégrade fortement et pourront aller jusqu'à des intervalles de 30 à 60 minutes, ce qui amènerait plutôt à mettre en place des systèmes avec réservation entre individus, en tout cas de mise en connexion et avec réservation. Alors qu'ici, on peut vraiment, à proximité de la métropole, être vraiment plus en service dynamique, où un individu se présente à un arrêt et il attend, et assez rapidement, il va avoir un conducteur qui va potentiellement l'emmener. Après, on va pouvoir analyser différents indicateurs et ce qu'on va pouvoir, par exemple, à gauche, alors il y a beaucoup de chiffres dans cette diapo, mais si on se concentre vraiment à gauche, dans un premier temps, en fonction du nombre de conducteurs estimés, parce que le potentiel, a priori, on peut difficilement l'estimer, le potentiel d'attractivité, même si après, je pense avec les retours qu'il va y avoir auprès des différentes collectivités sur les incitations rémunératrices auprès des conducteurs, euh, à voir qu'est-ce qu'on peut avoir en termes d'élasticité et de retour d'intérêt. Si on part par exemple sur un potentiel, une captation en fait, de 25% des conducteurs, on peut monter à plus de 60% du potentiel de passagers et à monter à des volumes quand même qui sont intéressants. Là, on est sur des volumes journaliers. On peut monter sur des volumes assez importants ici. C'est vraiment cette ligne radiale. On a testé d'autres types de services qui n'ont pas du tout les mêmes potentiels. Et puis aussi, là, on est dans un endroit qui est pas forcément, qui est entre deux lignes ferroviaires, donc qui a des dessertes de transport public assez réduites, quoi. Et puis à droite, on peut après évaluer en fonction du coup du report des individus qui étaient conducteurs, qui deviennent passagers, des réductions d'émissions de CO2 potentielles. Alors ça, c'est pour le covoiturage et je vais revenir avant du coup sur le transport à la demande. Comme ça, assez rapidement pour laisser place à des questions sur tout ce panorama. Donc le transport à la demande, là, j'illustre avec un service sur Orléans qui nous a beaucoup inspiré en termes de design de service et d'avoir une sectorisation, dessiner des secteurs de transport à la demande et imaginer de la même manière des points d'interconnexion, que ce soit également avec du transport public, des lignes régulières ou avec des points d'intérêt, centres, je dirais, potentiellement centres commerciaux ou centres d'emploi ou petits centres urbains, donc qui montre un intérêt dans ce design de service et d'avoir une approche de développement progressif de ces zones de transport à la demande dans un territoire pour que les usagers et les utilisateurs potentiels le découvrent et qui rentrent dans le périmètre de la métropole et qu'ils en prennent connaissance. C'est quand même un usage nouveau par rapport au transport public, je dirais conventionnel, avec des fiches horaires, quoi. Même si, d'autant plus, il existe pas mal de variétés. On voit que les opérateurs expérimentent des choses intéressantes, avec potentiellement des horaires aussi, des horaires d'arrivée à certains points d'intérêt qui montrent une logique aussi intéressante de lisibilité auprès des utilisateurs de ce service. Donc, là, on a expérimenté, je vous montre un cas d'application sur Nantes. De la même manière, on simule l'ensemble du réseau de transport public. Je vais peut-être passer parce que je vous avais fait la démo sur Rennes. Là, pour notre cas de test, on a expérimenté une simulation avec un service en périurbain autour d'une gare, pour ceux qui connaissent la métropole de Nantes, donc autour de Boye, qui possède une gare sur la ligne ferroviaire qui dessert la ligne qui va vers Pornic et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc cette ligne qui reste dans le périmètre de la métropole, mais qui est vraiment en périurbain. On est dans des zones vraiment peu denses, à proximité notamment du lac de Grandlieu. Donc ici, de cette commune. Donc en fait, on a pris un périmètre qui est typiquement la commune. Ça aurait pu être dessiné autrement. Donc là, on est dans un périmètre, dans un type de transport à la demande zonal en rabattement sur la gare. On pourra avoir aussi en milieu de journée avoir un service plus diffus qui dessert les points d'arrêt entre eux au cours de la journée, ou même qui pourrait se transformer en porte-à-porte en cours de journée, quoi. Avec d'autres besoins d'accessibilité aux services pour d'autres types d'individus que ceux qui vont travailler ou étudier aux heures de pointe. Donc là, on travaille sur une représentation des déplacements, encore une fois, je remonte les choses, mais avec une autre représentation ici. On montre là vraiment les individus qui vont se déplacer. Là, on a 177 déplacements sur la journée, filtrés là, entre 7h et 9h
du matin. Alors, là, et maintenant, je vous montre la simulation de ce service. On a le réseau de transport public qu'on voit ici, on voit le train aussi qui passe. Là. Hop, je vais l'attraper. Et puis le transport à la demande en violet, qui lui va aller chercher les individus qui ont fait des requêtes, en fait des réservations préalables, jusqu'à peu de temps en avance, jusqu'à un quart d'heure en avance ici, pour lesquels du coup le service va répondre aux besoins et regrouper les demandes des utilisateurs afin de minimiser la production de kilomètres par les véhicules et de chercher à regrouper qui, en l'occurrence, c'est assez facile plus ou moins assez facile de regrouper les individus puisqu'ils vont tous vers la gare ou depuis la gare ici. Donc on voit le véhicule qui va aller chercher les individus et puis l'interconnexion qui peut se faire aussi avec le train. Là, on voit que le train arrive. Les individus qui avaient été déposés vont pouvoir être pris et partir en direction du centre de Nantes. Voilà. Et est-ce que j'ai... Après, on va pouvoir produire, et là, je pense que c'est ma dernière diapo, produire un certain nombre d'indicateurs. Là, j'en ai mis quelques-uns qui sont assez opérationnels. Déjà, en tout cas, pour la partie droite, très opérationnelle, pour la partie gauche, plus orientée service, mais aussi de dimensionnement, en fait, en fonction des tranches horaires. On a pu simuler avec différents nombres de véhicules. Donc 3 véhicules quasiment toute la journée, sauf en fin de matinée avec 2 véhicules. Il me paraissait pertinent que 2 véhicules pouvaient suffire. Le nombre de passagers transportés à chacune des périodes de la journée. Et puis le nombre de personnes effectives par rapport au potentiel initial, quoi. Parce que vraiment, l'enjeu, c'est le dimensionnement par rapport aux contraintes aussi qu'on impose de réservation et de non-flexibilité qu'on met pour les individus, ce qui, dans les faits, en fait, par les centrales de réservation ou d'autres moyens, peuvent offrir plus de souplesse et aller quand même offrir une capacité complète, aller chercher tous les individus, à condition qu'ils puissent décaler l'heure de déplacement qu'ils avaient prévu initialement, notamment où, voilà. Et après, des indicateurs très opérationnels pour les opérateurs de kilomètres commerciaux, de kilomètres totaux, de pourcentage en haut-le-pied, et puis le V sur K qui est très regardé, qui est forcément très faible ici dans ce type de service. Et voilà, j'ai fini ma présentation et je peux prendre plein de questions en fonction du temps qu'on a. Merci beaucoup, Vincent. Moi, j'ai une question concernant vous venez d'évoquer la possibilité pour les personnes de changer leur heure de départ. Quand vous parliez d'autopartage tout à l'heure avec un cadencement toutes les 5 minutes, toutes les 15 minutes, etc., la question qui me venait, c'est est-ce qu'en faisant l'étude, vous avez pris en compte que, effectivement, certainement, je ne sais pas, 80% des gens vont vouloir partir entre 8h et 8h20 et 20% des gens seront OK pour partir plus tard. Est-ce que vous, dans vos simulations, vous prenez en compte ce besoin-là ou est-ce que vous partez aussi du principe qu'il y a un effort un peu général sur, par exemple, l'heure de démarrage de sa journée de travail? Ouais. Là, on l'avait fait effectivement en termes de flexibilité. On avait considéré que le conducteur, lui, avait peu de flexibilité, et notamment en termes d'heures de déplacement, parce que lui, il faisait un effort assez important d'offrir une place dans son véhicule, en tout cas déjà peu de détours, et lui, il restait assez fixe dans son horaire, tandis que le passager, lui, potentiellement, était plus souple. Et c'est ce qu'on cherche à introduire. Là, on n'avait pas forcément dans les simulations que je vous ai montré, introduit de grande flexibilité, mais on avait introduit une certaine marge d'attente potentielle d'un conducteur, quoi. Voilà. Ce qui pouvait, je crois qu'on avait pris jusqu'à un quart d'heure ici, un quart d'heure D'accord, de décalage. Ouais. OK. Merci. Alors, du coup, je crois que nous n'avons pas d'autres questions pour le moment. Eh bien, écoutez, Vincent, alors Marie aurait une question, je pense. Oui, je remets ma caméra, pardon. En fait, c'était plus une réaction qu'une question. Merci pour la présentation. Après, tous ces outils, ils sont super parlants. Après, je trouve que la difficulté ensuite,
Après, il y a la vraie vie sur le terrain et déjà d'arriver à faire monter, serait-ce l'exemple du covoiturage, les gens vraiment ensemble. Et je rebondis sur ce que dit notre interlocuteur. Effectivement, enfin, déjà pour le conducteur, c'est un effort. Effectivement, on est tous convaincus qu'il y a un potentiel, mais il faut que concrètement au quotidien, ça puisse se jouer et qu'on arrive à inciter. Et il y a une remarque qu'il a fait sur laquelle je voudrais insister parce que c'est essentiel, me semble-t-il, notamment pour tous ces territoires moins urbains, parce que là, on parle de partage de la voirie, c'est d'impliquer dans les projets le département qui est un acteur absolument essentiel, puisque c'est lui qui a la maîtrise sur toutes ces infrastructures et sur ces territoires-là d'organisation de la voirie. Et sur ces sujets-là, peut-être que historiquement, traditionnellement, dans les départements, les services en charge des questions d'infrastructure, ils sont moins sensibilisés à ces questions de partage, à ces questions d'innovation en matière d'autres façons d'utiliser la voirie. Et pourtant, c'est là où on a le plus d'enjeux. En plus, il y a la loi zéro artificialisation nette. On ne pourra pas recréer des voies, des pistes cyclables le long des départementales comme ça. Donc, il y a des enjeux de partage de la voirie qui sont absolument fondamentaux, enfin essentiels si on veut réussir les ambitions qu'on s'est données et puis aussi en termes de solidarité, capter aussi les publics qui sont les plus éloignés pour leur apporter des vraies solutions concrètes, quoi. Je pense que c'est très important. Voilà. Merci Marie, merci Vincent. Je pense qu'effectivement, votre intervention, Marie, est un peu la conclusion de ce qu'on s'est dit ce matin sur le fait que entre l'infrastructure et la partie service de mobilité, il faut qu'il y ait un dialogue important pour pouvoir mettre en place les solutions qui sont imaginées pour avancer, notamment par rapport à la décarbonation de la mobilité. Écoutez, il est 12h30. Je vous remercie à tous pour votre participation et je vous invite à regarder nos prochains événements. Il y a notamment fin novembre un webinaire sur la partie sur le MAS qui pourrait tous vous intéresser. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, bon appétit et bon week-end.